Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Politiquement parlant. C'est le balado politique avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci beaucoup d'être là. On vous apprécie énormément. À tous ceux et celles qui sont déjà des abonnés sur notre chaîne YouTube, un grand merci à vous. Ça nous aide énormément. N'oubliez pas évidemment qu'on est sur toutes les plateformes audio et les réseaux sociaux, donc vous pouvez nous trouver n'importe où. Allez vous abonner, partager, commenter. Toutes ces choses-là, ça nous aide et ça aide le balado. Salim, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Nouvel épisode, nouvelle semaine, mais tout aussi passionnant parce que quand même pas mal de choses. Non, mais c'est ça, c'est pas juste l'épisode qui est nouveau. On a une nouvelle équipe. Il y a juste du renouveau à Québec, là. Ouais, notre équipe de recherchistes ici. Non, c'est pas vrai. On n'a pas d'équipe de recherchistes. Écoute, nouvelle équipe à Québec. Non, honnêtement, on a, c'est quand même, au moins au niveau de la symbolique, quelque chose de super intéressant. Ben oui. Une nouvelle première ministre. Ce n'est que la deuxième femme à occuper le siège de première ministre au Québec. Il y a eu Pauline Marois, bien sûr, de 2012 à 2014. C'était un passage relativement, assez éphémère, puisque ça avait duré à peu près que 12 mois. Pas 12 mois, mais plus. 18 mois, 18, je voulais dire. Ouais. Excuse-moi. Ouais. De toute façon, 2012-2014, c'est ça, 18 mois. Puis là, on a de nouveau une première ministre, mais on a aussi des élections au mois d'octobre. Donc, on va voir. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que ça va être... Et puis, je pense que c'était Sébastien Bovet qui disait ça à Radio-Canada. Moi, j'avais un autre exemple en tête. Il disait, est-ce que Mme Fréchette va être la Kim Campbell ou la Mark Carney? Ouais. C'est Kim Campbell qui était là essentiellement quelques mois et puis plus personne ne s'est rappelé d'elle. Ou M. Carney qui, lui, a pu devenir Premier ministre par la suite. Non, effectivement, c'est ça, c'est le fun, c'est rafraîchissant. Et juste en passant, le dernier épisode, on l'a enregistré il y a juste quelques jours avant le vote là, à la CAQ. Il faut quand même dire une chose, Salim, moi, je m'attendais pas à ce que Bernard Drainville termine sa campagne. Honnêtement, je le pensais pas. Je pensais que il allait pas avoir les appuis nécessaires, puis à la fin, il allait peut-être se joindre à Christine Fréchette. Mais bravo pour lui qui est allé au bout de la campagne. Et ce qu'on a vu, c'est que les chiffres n'étaient pas nécessairement ce qu'on prévoyait ou ce qu'on attendait durant leur leadership, où on pensait au tout début, tu te rappelles, Mme Fréchette qui disait « on a plus de 60% d'appui selon nos sondages, etc. » C'était pas le cas, évidemment. Non, c'était une bonne campagne. Puis, je reviens un peu sur le contexte un peu du dernier épisode où on disait que la chose intéressante dans cette campagne-là, c'est qu'il y avait littéralement deux camps avec des idées qui s'opposent. C'était pas « Ah oui, j'aime ça, mais nous, on va le faire différemment » ou « Oui, je suis d'accord, mais... » Tu sais, c'était comme vraiment... C'était deux extrêmes différentes. On disait une chose et son contraire. Et je reviens encore une fois sur l'argument qu'on répète assez souvent sur le balado. Comment est-ce que ça va se refléter dans le caucus? Et ça va être intéressant parce que, et je pense qu'au dernier épisode, on mentionnait le fait que Drainville, ayant eu l'appui de Simon-Jean Barrette, je me rappelle pas si on l'a dit sur le balado ou après, concernant son projet de loi de la Constitution. Et je pense que c'était sur le balado, en tout cas. Puis on se demandait, mais si dans le cas où c'est Mme Fréchette, qu'est-ce qui arrive à ce projet de loi-là, etc. Là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant parce que ça va vraiment... je pense, séparer le caucus entre les plus modérés et les plus nationalistes, genre Simon Jolin Barrette, puis Robert, etc. Donc ça, pour moi, ça va être très intéressant de voir. Il y a c'est certain qu'il va devoir maintenant former son conseil de ministres. Donc là aussi, ça va être intéressant de voir qui va se placer où, si elle va faire vraiment des changements vu qu'il y a une élection qui arrive dans pas trop longtemps. Est-ce que tu veux vraiment brasser les cartes?
Mais moi, j'ai mon œil sur Simon-Jolin Barrette pour voir qu'est-ce qui va arriver, parce que ça va... Je pense que ça va annoncer vraiment le positionnement de Mme Fréchette au niveau du nationalisme vis-à-vis Simon-Jolin Barrette. Tu fais bien de parler de Bernard Drinville, parce que effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui ne le voyaient pas nécessairement faire un haut score. Bon, la victoire de Mme Fréchette est quand même nette, 58%, mais 42%, tu n'as pas démérité. Tu n'as pas démérité quand tu es rendu à 42%. Et je crois que entre le début de sa campagne et la fin de sa campagne, Bernard Drinville est allé chercher beaucoup d'appui. Ouais. Il est allé, gratter quand même pas mal d'appui. Et puis oui, l'appui de Simon-Jolin Barrette a sans doute aidé Bernard Drinville. Peut-être trop tardivement. Peut-être qu'il aurait souhaité que Simon-Jolin Barrette se positionne en sa faveur plus tôt. Oh, certainement, ça aurait fait une différence. Probablement, mais bon, je pense que Simon-Jolin Barrette n'avait pas l'intention de se positionner avant la prorogation là, du Parlement, je crois, là, parce qu'il avait ses fonctions non seulement de ministre de la Justice, mais aussi d'officier, c'est-à-dire de leader parlementaire. C'est ça. Mais là, la manière dont je te dirais ça, c'est... oui, on va voir la suite, parce que la suite va être importante, parce que la suite va expliquer beaucoup de choses. Alors, oui, Mme Fréchette a gagné. Mme Fréchette avait dit, sur le projet de constitution dont tu parles, qui est celui de M. Jolin Barrette, avait dit, moi, ça prend au moins un autre parti politique pour que je veuille l'adopter. Elle risque de l'avoir, cet appui-là. Un autre parti politique, ce serait qui? Mais M. Duhem, parce que là... Ah oui, lui, il l'a dit. Oui, c'est ça, il a planté la bombe, lui. Oui, non, effectivement. Bon, alors oui, mais elle avait peut-être pas pensé à un parti politique de une personne, et que cette personne, d'ailleurs, était une ancienne de la CAQ. Moi, je pense que c'était une manière de dire, si les libéraux ou les solidaires ou les péquistes venaient à soutenir l'idée de constitution, on pourrait au moins parler d'une forme de consensus, à tout le moins, et pas nécessairement, pas le travail juste d'un parti politique qui impose la loi des lois. Pour la loi des lois, là, il faut quand même un large consensus, très large consensus. Mais revenons rapidement, avant que je te retourne la parole. Là. Tu parlais de Conseil des ministres. Conseil des ministres, là, lundi ou mardi, j'imagine, peut-être mercredi, mais en tout cas, moi, je pense lundi, mardi. Il va y en avoir... il va être formé par Mme Fréchette. Et dépendamment de où est-ce qu'elle va placer Simon-Jolin Barrette, on pourra déjà savoir plus ou moins quel est l'intérêt qu'elle porte au projet de constitution. S'il ne reste pas à la justice, il sera plus porteur de ce dossier-là. Exact. Et donc, probablement qu'ils vont juste continuer les travaux et attendre de voir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Et à mon avis, ça va nulle part. Je crois. Si elle le garde là, peut-être qu'ils se sont entendus, eux deux. Mais à mon avis, il ne restera pas là. À mon avis, il ne restera pas là, étant donné les positions qu'elle a prises. Il ne restera pas là. Par contre, Simon-Jolin Barrette, c'est un trop grand joueur pour l'ignorer. Lui donner un ministère, entre guillemets, random, comme on dit. Junior. Ouais, c'est ça. Si moi, tu ne vas pas lui donner le ministère de tourisme, genre. Non, mais non. C'est sûr que non. Jolin Barrette, c'est sûr qu'elle va être obligée de lui donner une sorte de promotion. Genre, je te sors de la justice, tu vas pas adopter ta constitution, mais tu es assez important pour moi et pour la CAQ pour que je te donne une belle promotion. Mais rappelons aux gens, Salim, que Mme Fréchette, elle avait 2 ministères importants, celui de l'économie et de l'énergie. Et là, on voit, par exemple, ces 2 personnages-là, Drinville et Simon-Jolin Barrette, qui peuvent très facilement... elle peut très facilement leur donner un de ces 2 ministères-là, qui sont quand même des portefeuilles quand même importants.
et tu leur donnes une place et tu envoies aussi le message que, comme tu disais, c'est des joueurs importants dans notre équipe et je vous donne une place importante au sein du caucus. Mais c'est pas comme tu disais, les positions stratégiques où ça peut nuire à sa plateforme d'ici la fin de l'année. Ouais, non, effectivement. Puis, juste te dire, à ce propos, tu peux effectivement donner économie ou énergie à l'un ou à l'autre ou peu importe. Mais l'enjeu en face de Mme Fréchette, c'est que elle arrive là, elle ne veut pas avoir le même conseil des ministres que M. Legault, c'est normal, elle veut faire sa marque. Elle veut incarner un renouveau, donc il y a des personnes, des ministres qui ont annoncé qu'ils n'allaient pas se représenter, qui ne resteront pas. Ouais. Certains qui ont annoncé qu'ils ne se représentent pas, mais qu'elle va potentiellement garder. Tu sais, par exemple, moi, je dis que c'est pas impossible que Mme Lebel, Sonia Lebel, demeure à l'éducation. Pourquoi? Parce qu'entre maintenant et la rentrée scolaire, là, il n'y en aura pas de changement particulier de Madame en éducation. Ouais. Et puis en plus, la rentrée scolaire... Tu joues avec le feu aussi. Là. Oui, mais la rentrée scolaire a aussi lieu pendant l'élection. Donc, elle ne fera pas campagne. Elle sera plutôt en train de suivre la rentrée scolaire. Oui, mais la préparation pour la rentrée scolaire, ça se passe plutôt durant l'été. Mais le moment critique, c'est quand même à la rentrée scolaire. Là, quand tu as des admettons, il te manque, je sais pas moi, de profs ou de professionnels ici ou là, quelque part. C'est sûr que... Ouais. Donc, en tout cas, je te dis pas qu'elle va pas la changer, mais je te dirais que moi, personnellement, si j'étais dans son entourage, je leur ai dit, tant qu'à garder certaines personnes pour pas faire de vagues, garde la ministre qui est actuellement à l'éducation. Bouge-la pas. Tu sais, moi, c'est ce que j'aurais fait. Qu'est-ce qu'on fait en santé? Ah, ben, c'est ça. Bon, voilà. En santé, par exemple, ben, c'est là que c'est un peu plus compliqué parce que là, bon, tu as Mme Bélanger qui était dans l'équipe de M. Drainville, etc. Bon, alors, le truc, c'est que elle vient d'arriver à la santé au mois de décembre. Est-ce que tu vas la rechanger encore? Mais en même temps, c'était le gouvernement de M. Legault à l'époque. Tu sais, tout peut arriver. Tu sais, elle est quand même dans une situation compliquée. Tu sais, tu dois dealer avec ceux qui restent, ceux qui partent. Il faut que tu deals avec des gens au caucus qui espèrent, mais qui, selon toute vraisemblance, n'ont pas le niveau pour être ministre. Ensuite, tu as envie d'incarner le renouveau, mais comment est-ce que tu fais du nouveau avec du vieux? C'est plus compliqué. Là, tout d'un coup, il y a l'idée tout à fait légitime, et particulièrement dans le contexte actuel, où tu pourrais aller chercher des ministres non élus pour démontrer que la coalition Avenir Québec est encore capable d'attirer de l'extérieur et capable de se renouveler. Ce qui, moi, à mon sens, est une très bonne nouvelle. Mais tu comprends que... aussi, celle-là. Je l'entends qu'elle pense à amener quelqu'un de non élu. En passant, pour ceux qui nous écoutent, elle a tout à fait le droit de nommer dans son conseil de ministres quelqu'un qui n'est pas élu. Exact, sauf que traditionnellement, le ministre non élu, on attend qu'il fasse sa rentrée au Parlement parce que normalement, quand tu es un ministre, tu es censé pouvoir répondre de tes actions au Parlement. Exact. Donc, même si tu as le droit, habituellement, dans les 6 mois, 8 mois, 1 an, mais là, en l'occurrence, il y a des élections générales au mois d'octobre, donc ça, le problème se pose pas. Le Parlement ferme au mois de juin, tu comprends? Donc, pour 1 mois, ça peut passer. Par contre, l'enjeu, il est ailleurs. L'enjeu, il est dans comment des gens qui s'attendent à rester au Conseil des ministres et qui ne le resteront pas, ou des gens du caucus qui attendent depuis longtemps de faire leur entrée au Conseil des ministres et qui ne rentreront pas, comment tu leur fais accepter qu'un non-élu arrive? Tu comprends? Ouais. Mais en même temps, moi, si j'étais son conseiller, tu sais, de la même manière que je leur ai dit « touche pas à l'éducation », si j'étais son conseiller, je lui dirais moi, c'est pas juste un non-élu que j'irai chercher, c'est 3 non-élus que j'irai chercher. Parce que n'oublie pas non plus, tu t'enlignes vers une élection. Si tu veux vraiment représenter un nouveau chapitre pour la CAQ et te séparer, te distinguer complètement de François Legault, est-ce que tu rentres dans l'élection avec les mêmes candidats, avec la même équipe? Tu voudrais pas peut-être changer ça un peu? Les gens qui se trouvent très loin de ta politique ou ta philosophie,
Tiens, Simon-Jolin Barrette, tu peux pas lui dire, regarde, tu te présentes plus, mais est-ce qu'elle peut contrôler la décision de monsieur Jolin Barrette s'il dit, mais regarde, moi, tu sais, je suis frustré, tu sais, ça fait son affaire. Même chose pour monsieur Roberge. Est-ce qu'on ramène Bonnardel dans le caucus maintenant? Il l'a appuyé durant sa course à la chefferie. Donc, moi, je trouve que ça peut représenter une belle opportunité pour elle de brasser vraiment la cage et de dire, regarde, look, on rentre, on a une élection au mois d'octobre, on va se présenter comme une nouvelle équipe, on amène de l'air nouveau. And that's it, that's all, tu sais. Mais, je comprends. Mais encore une fois, c'est super compliqué. Imagine tout. Tu sais, déjà à la base, former un conseil des ministres, déjà, c'est dur. Là, de le former quand tu sais que c'est dans 4-5 mois les élections, c'est encore plus dur. Quand tu sais que tu as des gens qui veulent rester ministres et qui ne le seront pas. Quand tu sais qu'il y a des députés qui veulent devenir ministres et qui ont attendu longtemps pour le devenir et qui ne le deviendront pas. Et qui n'ont pas l'expérience ministérielle pour te rendre aux élections. Lorsque tu dois mettre les gens qui t'ont appuyé dans ta course à la chefferie, tous ne rentreront pas. Lorsque tu dois ouvrir et laisser de la place aussi à ceux qui ont soutenu ton adversaire, Bernard Drainville, c'est pas facile. Quand il faut que tu sois la continuité de François Legault, mais en même temps te distinguer de lui en essayant de revenir à des sources adéquistes de ça. Écoute, puis ensuite, tu sais, c'est facile de dire des non-élus, des ministres non-élus. Tu sais, moi, je lui conseillerais ça, puis j'aimerais pour elle qu'elle aille chercher même 2 ou 3 facilement. Mais il y en a combien des super incroyables qui... Tu sais, parce que pour que ton monde accepte des non-élus, il faut qu'ils soient exceptionnels, ceux-là. Là, si tu vas chercher monsieur, madame, n'importe qui, il y a des députés qui vont dire « Wait a minute, là. » Mais tu sais jamais, peut-être c'est ça la surprise, là. On sait jamais qui est là dans sa poche. Là, mais ça se peut. Non, mais ça se peut. Tu sais, à un moment donné, il y avait des rumeurs. Bon, j'y crois pas, là, mais tu sais... parce que tous les 4 matins, il y a la rumeur Guy Cormier. Guy Cormier, les libéraux avaient des discussions avec lui, mais les caquistes, ils te disent il est plus caquiste. Enfin bref, chacun te dit un truc sur Guy Cormier. Mais tu sais, un gars comme Guy Cormier, là, hey, il n'a pas voulu se lancer en politique lorsqu'ils lui ont tout promis, tout parti confondu. Et là, il va se lancer en politique 4 mois avant une élection en devenant ministre non élu d'un gouvernement qui potentiellement pourrait tomber, en tout cas si on se fie au sondage. Waouh! Là, tu sais, je veux dire, ça commence à être un peu trop de fiction à mon goût, là, mais... Là, il y a les autres rumeurs, Salim, puisqu'on parle de la préparation à la campagne, du remaniement. Il y a une campagne à la chefferie qui vient juste de se terminer, donc c'est sûr que le défi maintenant, c'est de rallier les gens. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Là, il y a déjà des rumeurs qui circulent, comme quoi qu'il y a pas mal de gens de l'équipe de Bernard Drainville qui ont pris leur membership avec Duhem. Et ça serait intéressant de voir s'il va y avoir un shift de staffers ou de membres ou de toutes les personnes d'arrière-scène, là, ta machine organisationnelle qui s'en va aux conservateurs. Ça va être très intéressant de voir. Écoute, moi, je le sais parce que j'ai même quelques personnes en tête là qui effectivement passeraient de la CAQ qu'ils étaient prêts à accepter une fois de plus sous le leadership de Drainville et qui s'en va et qui s'en vont chez les conservateurs. C'est vrai. C'est vrai. Je te dis pas que ça va être énormément de monde, etc. Mais par contre, il faut toujours se dire, si tu as des membres caquistes qui deviennent conservateurs, si tu as des organisateurs caquistes qui deviennent conservateurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent comme eux dans la population qui pourraient se dire, bon ben regarde, mon homme aujourd'hui c'est Éric Duhem. Ouais. Puis Éric Duhem, il faut dire là, il est quand même assez impressionnant. Parce que si tu m'avais dit il y a 4 ans qu'on parlerait encore de lui aujourd'hui au PCQ, je t'aurais dit,
il y a peu de chance. Tu sais, il a surfé un peu sur la pré-pandémie, etc. Tu sais, il avait le vent dans les voiles pour cette raison. Il est habile, mais tu sais, à un moment donné, c'est pas juste d'être habile, c'est d'avoir l'endurance, une endurance de 4 ans là, tu sais, pour te rendre à l'élection d'après. Honnêtement, là, il faut lui tirer notre chapeau pour ça. Là, je veux dire, moi, il m'impressionne. Il m'impressionne. Il m'impressionne, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout. Il ne faut pas être d'accord avec lui, mais il faut quand même donner... Mais je l'aime bien. Ça, on a toujours eu il est venu 2 fois ici. On a eu une belle discussion avec lui. Puis c'était intéressant. Mais on n'était pas... Il y a des choses sur lesquelles on était plus d'accord. D'autres choses, évidemment, on ne l'était pas. Mais je suis impressionné par ça. Non, à 100%. Puis on va parler plus tard du sondage Palace Data. Tu sais, la région de Québec, là... puis encore là, on ne sait pas c'est qui ces appuis-là de Bernard Drinville, où ils se situent. Puis encore une fois, moi, si je sais que Bernard Drinville, il y a une belle équipe et des organisateurs dans la grande région de Québec où t'es comme genre premier dans les sondages, puis c'est une aide dans ta machine à toi. Puis c'est des petits trucs ça passe. Les gens n'aperçoivent pas ces choses-là parce qu'on regarde l'élu, la personne qui est devant. Mais en arrière, ces gens-là, et c'est ce qu'on disait avant, il y a quelques semaines maintenant, on disait, gars, écoutez, est-ce qu'on peut ne pas effacer la CAQ pour l'instant? C'est pas encore fait, c'est pas terminé. Avec 90 quelques sièges, la machine électorale, elle est beaucoup plus grande que n'importe quel autre parti. Ça veut dire que tu as 90 équipes locales dans les comtés qui sont prêtes à organiser la campagne. C'est beaucoup plus que les libéraux, beaucoup plus que la CAQ, que les conservateurs, que Québec solidaire. Tu comprends? Donc, regarde, je suis relativement d'accord avec ce que tu dis. Je dis relativement parce que je veux juste nuancer quelques petits éléments. Je ne suis pas à ce point-là certain que la machine électorale dans chaque comté est si installée que ça. Par contre, là où ton argument est très valide, c'est que ils ont fait élire 90 députés en 2022. Ils sont 83 ou je sais pas quoi là aujourd'hui. Là, je sais plus trop. Là, 84, j'en sais rien. Parmi ceux qui vont... Alors, juste le fait qu'il y ait un député sortant caquiste qui a eu beaucoup de visibilité dans les 4 dernières années, qui, par la force des choses, est en contact avec un certain nombre de personnes sur le terrain, dont des personnes qui vont vouloir leur donner un coup de main, oui. Maintenant, est-ce que ce sont des comtés, même caquistes, qui sont si bien organisés? Je te dirais que moi, selon mes informations, c'est très inégal entre certains députés qui sont extrêmement bien organisés, puis la machine est huilée exactement tel que tu le décris, et d'autres, ben en fait, le seul avantage qu'ils ont, ben, c'est d'être député sortant, puis de connaître 4, 5, 6 personnes qui peuvent un petit peu mobiliser pour eux. Ouais, mais tu vas me dire, c'est toujours mieux. C'est exact. Même ça, c'est mieux que ne rien avoir. C'est ce que je te dis. Ouais. C'est exactement ce que je te dis. C'est mieux dans le sens que c'est l'avantage du député sortant, mais c'est pas l'avantage de la machine électorale. C'est ça que je veux dire. Ouais, je comprends. C'est comme une sorte de prime pour le député sortant, tu sais. Donc là, t'es Éric Duhem, tu recrutes des équipes, par exemple, comme ça, dans la région de Québec où t'as 5, 6, 10 personnes versus 0 que t'avais avant. Écoute, c'est un pas vers la bonne direction quand même, là. Moi, je te dis, j'anticipe, je peux être dans le champ, hein, le champ de patates, comme dirait l'autre. Je pourrais être complètement dans le champ, mais moi, j'anticipe des gains... je vais pas dire considérable parce que le mot est trop fort, mais des gains non négligeables de la part d'Éric Duhem et du Parti conservateur dans la grande région de Québec. Il va falloir et pas seulement. Parce que tu sais, souvent, quand on parle de la grande région de Québec, on parle souvent de la RMR de Québec. Puis c'est pas très clair là, tu sais, qu'est-ce qu'il y a la région administrative qui comprend pas la rive sud, la RMR qui comprend la rive sud, mais les sondages ils parlent de la RMR, donc ça comprend par exemple Lévis, tu sais, mais ça comprend pas Bellechasse qui est pas très loin. Ouais. Ça se rend pas jusqu'en Beauce. Il y a des endroits de la, je pense du côté de l'autre bord là, du côté de la rivière Chaudière
qui est pas comprise non plus. Puis, oublie pas que les conservateurs ont fait un score honorable, même s'il y a eu la défaite d'Éric Duhem dans Arthabasca, mais ils ont fait un score honorable, donc dans le centre du Québec. Ils ont fait deuxième avec un score quand même honorable aussi de 25% à Chicoutimi. Donc, il y a quelque chose. Mais je pense d'ailleurs, c'est peut-être un peu le temps de parler du... Ben, je sais pas si on parle du sondage maintenant, là, mais comme tu veux. Bah, c'est comme tu veux. Moi, tu sais, et j'ai pas encore fait de l'exercice, puis je sais pas si je vais le faire, mais il y avait une époque, Salim, où j'étais passionné de, tu sais, cet exercice-là, de décortiquer les petits détails. Tu sais, c'est pas le sondage, tu sais, les chiffres, mais il faut connaître les comtés, rentrer, qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis calculer le tout. Je suis pas convaincu que Éric Duhem a assez de votes concentrés pour aller chercher des comtés. C'est ça qui m'intéresse, d'aller faire cette analyse-là, de voir est-ce que maintenant les choses ont changé, puis on peut franchement compter peut-être 3, 4, 5 comtés où il y aura assez de concentration de votes pour qu'ils puissent passer et avoir une équipe qui aura de l'allure dans l'Assemblée nationale. Moi, c'est ça qui est intéressant. Regarde, d'abord, je vais juste te dire, calcul, là, moi, je ne saurais pas les faire, mais il y en a certains qui le font. Québec 125 le fait très bien. Ouais. Puis il y en a d'autres, puis il y a des agrégateurs là, de sondages puis qui font des projections par circonscription, etc. Puis honnêtement, au moment où on se parle, la CAQ est à 0. Je sais que c'est difficile d'y croire, là. Puis moi aussi, je suis de l'école qui dit, garde, des sondages, c'est une chose, mais le vrai sondage, c'est le jour de l'élection et on verra ce que ça va être. Mais en tout cas, les sondages actuels ne sont pas jolis pour la CAQ. Mais les agrégateurs de sondages, ou je ne sais pas qu'on appelle ça, là, ils prévoient quand même un certain nombre de circonscriptions pour Éric Duhem et le PCQ dans la grande région de Québec. Puis autre chose, on va parler du sondage un peu plus tard là, pour parler plus globalement, mais plus spécifiquement les conservateurs. Les conservateurs sont 3e ex-aequo avec la CAQ au national. À 14%. Ça, c'est le sondage Palace qui est sorti il y a 2 jours. Mais dans la région, la RMR de Québec, la RMR, ça veut dire Région métropolitaine de recensement. Dans la RMR de Québec, qui comprend aussi une partie de la Rive-Sud, etc., le Parti conservateur d'Éric Duhem est à 34%. Écoute, c'est et il est premier à 34%. OK? Les libéraux, en passant, sont 4e, je pense. Dans la RMR de Québec? Ouais, je vais aller checker je vais checker sur mon cellulaire tantôt. Là, j'ai les chiffres. Et 34%. Honnêtement, à 34% dans la RMR de Québec, j'ai de la misère à croire qu'il n'y ait pas suffisamment de concentration de vote quelque part pour faire au moins un comté. Moi, je pense plus, mais au moins un. Bon, alors, maintenant, tu pourrais me dire, ouais, mais Salim, attends, tu me dis 14% au national, 34% RMR de Québec, mais là, tu sais, ça semble un peu bizarre, là, tu sais, je veux dire, 34, c'est très élevé, 14, c'est quand même très moyen au national. Comment ça se fait que le 34% à Québec n'augmente pas les chiffres nationaux? Ben, pour une raison simple. La population à Québec et dans la grande région de Québec, c'est quand même beaucoup moins qu'à Montréal. Exact. Et à Montréal, peut-être que les conservateurs font moins que ce qu'ils ont fait aux dernières élections. Ça. Mais s'ils vont chercher autant à Montréal et dans la grande région de Montréal qu'ils ne l'ont fait en 2022, en plus d'être à 34% dans la région de Québec, mais c'est sûr qu'au final, au national, ils seront plus à 14, ils vont se rapprocher des 20, là, c'est facile, tu sais. Ouais. Donc, bon, voilà, ça va être quand même intéressant à suivre, mais le Parti conservateur, regarde la preuve qu'il faut prendre au sérieux. C'est toi et moi, on s'est pas spécialement préparer ou discuter de qu'est-ce qu'on allait dire sur le podcast. C'est un peu notre marque de fabrique, c'est qu'on essaye d'être le plus authentique possible.
Puis regarde, on est ramassé, ça fait 5 minutes qu'on parle du Parti conservateur. Donc ça veut dire qu'il joue un rôle. Mais non, ça fait longtemps qu'on le dit, Salim. Faites attention aux conservateurs. On les néglige souvent dans les analyses. On parle pas d'eux, mais tu sais, silencieusement, excuse-moi, silencieusement, eux autres, et on continue à faire leur travail. Et je te rejoins là où tu dis que il faut donner les fleurs à Éric Duhem. Là, il faut accorder ce succès-là. Le parti était nulle part, ce parti-là. Salim, on faisait des campagnes, puis on considérait même pas le vote des conservateurs dans les comtés, là, tu comprends? C'était presque zéro, tu comprends? Non, comme mais... 1% ou je sais pas trop quoi, même pas, là, tu sais. Oui, non, mais c'est ça. Puis bon, voyons, Éric Duhem est éloquent, il est intelligent, il est habile. Et je vais dire une autre chose que les gens... Avant leur chef, là, il y avait aucun charisme, là, tu sais. Non, et attention, là, parce que là, maintenant, c'est bien, il y a beaucoup plus de visibilité parce qu'il a obtenu une députée à l'Assemblée nationale. C'est bien beau pour lui, mais attention, là, parce qu'une fois que les élections vont approcher, n'oublions pas que là, Éric Duhem va faire partie du débat. Et quand tu compares Éric Duhem avec les autres chefs de parti, très difficile pour moi de trouver quelqu'un qui est peut-être meilleur que Duhem en termes d'éloquence, puis en termes de communicateur. Non, mais il va performer très bien dans les débats. Ben, tu sais, je veux dire, Christine Fréchette, elle peut, tu sais, je veux dire, son deuxième débat. Non, je comprends. Son premier débat était pas bon, on s'entend, mais son deuxième débat était meilleur. Puis attention. C'est plus difficile de faire un débat à l'intérieur de ton propre parti politique parce que là, tu as vraiment peur de déplaire aux partisans de l'adversaire. Mais tu vois, je suis pas d'accord. Mais... Je pense que dans ton parti, je veux pas dire que c'est facile, c'est jamais facile, sauf que il y a beaucoup plus de flexibilité, il y a beaucoup plus de choses qui passent. Tu veux pas être trop méchante non plus parce que c'est tes collègues. C'est ça que je dis. Mais c'est mon point. C'est que justement. Oui, mais ce que je dis, c'est dans un débat durant une campagne, les gars vont tomber. L'autre, ton adversaire, il va peut-être pas te respecter comme l'a fait Drainville. Non, mais attends, non, excuse-moi là. On va pas être d'accord là-dessus. Drainville, il a poussé là. Il l'a poussé. Vraiment, tu sais, puis évidemment, à un moment donné, il peut pas pousser plus, ensuite, c'est une question de perception. Mais c'est ça que je te dis, c'est tes propres partisans, tu comprends? Oui, non, mais moi... Duhem, tu penses-tu qu'il va se retenir? Attends, mais là, attention, parce que là, t'es en train d'analyser Drainville. Moi, j'essaie d'analyser Fréchette. Fréchette, contre Drainville, dans son premier débat, elle n'a pas été très bonne. Dans son deuxième débat, elle a été meilleure. Okay. Et je crois que durant les prochaines élections, face à des adversaires qui ne sont pas de son propre camp, elle pourrait être encore meilleure. Pourquoi? Parce qu'elle ne retiendra pas ses coups. Contre Drainville, c'est un problème. Parce que si tu attaquais trop Drainville, parce que ce que tu es en train de dire sur Drainville était vrai aussi du côté de Fréchette, c'est que si tu attaquais Drainville, tu t'attaquais aussi à une partie de ton propre parti. Là, quand elle va être face à Charles Milliard, quand elle va être face à Éric Duhem, face à PSPP, face à Rouba Ghazal, elle ne se retiendra pas, elle va être meilleure. Mais en tout cas, de toute façon, c'était pas ça le sujet. Chose certaine, c'est qu'on n'a encore pas vu ce côté de Fréchette. On l'a pas vu. Mais de toutes les manières, ce que je veux dire par là, c'est à la limite, il y en aura toujours certains qui vont être meilleurs que d'autres en débat. Ce que je veux dire par là, c'est que ils sont éloquents aussi. Madame Fréchette, à mon avis, sera prête au prochain débat. Monsieur Milliard, je crois qu'il va être prêt au prochain débat. Même s'il n'a jamais fait de débat. En fait, il a fait à l'interne, mais c'était vraiment tellement calinours les débats au PLQ que bon, c'est comme ne pas en avoir fait. Là. Mais ensuite... PSPP en a déjà fait des débats tant à l'interne du PQ que aux dernières élections générales. Rouba Ghazal n'en a pas fait, mais bon, elle a l'expérience parlementaire à tout le moins. Alors, tout ça pour dire, ils sont éloquents, mais
mais un gars comme Duhem? Comme Duhem, c'est pas une question d'éloquence, c'est une question il est habile, il est capable de passer ses messages, puis surtout, il a une excellente mémoire et il est capable de les mettre en contradiction entre ce qu'ils disent et ce qu'ils ont dit avant ou fait avant. Ouais. Non, mais on se rejoint là-dessus. Là. Il va impressionner beaucoup durant les débats. Puis, comme on le sait, il y en a pas mal durant la campagne. Donc, ça va être, je pense, son point fort. Mais en tout cas, regarde, on va voir. Là, ça va être très intéressant parce que moi, ce que je trouve intéressant, Salim, c'est que littéralement, on n'est plus dans cette dynamique-là de deux partis qui s'opposent comme à notre époque. Tu comprends? On a passé proche peut-être là, dernièrement les semaines avec la chute de la CAQ et soudainement les appuis au Parti libéral du Québec. Puis on pensait, on revient PQ, PLQ. Je pense pas qu'on est là. Je pense qu'on va avoir 4 partis qui vont... ça va être une belle bataille là, entre les 4 partis. Moi, je suis pas prêt à effacer la CAQ non plus. Donc, on va voir c'est quoi que ça va donner. Revenons à Christine Fréchette rapidement avant de passer à autre sujet, parce que là, aujourd'hui... Avant de passer au sondage, parce qu'on n'a pas parlé du sondage aussi. Là, aujourd'hui, elle rencontre Mark Carney. On enregistre ça vendredi, mais Christine Fréchette, elle rencontre Carney. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Est-ce qu'elle va prendre un ton beaucoup plus dur envers Ottawa? Est-ce qu'elle va essayer de se distinguer de se distinguer de M. Legault qui, en termes de ses relations avec Ottawa, c'était pas fort, là, M. Legault. Là. C'était pas le Québec qu'on avait l'habitude de voir où on prenait cette position de leadership dans la Fédération canadienne. Là, on l'a vu avec les négociations avec les États-Unis où on voyait beaucoup plus M. Ford que M. Legault. On va voir. On voit par exemple Daniel Smith à Alberta qui réussit d'avoir des concessions de M. Carney. On est où, là? On est où? Puis je sais pas si c'est ça son approche ou c'est plus formel parce que là, elle est la nouvelle première ministre, donc c'est très... OK, on va aller rencontrer, on joue la diplomatie. Il y a un petit peu de ça. C'est une nouvelle première ministre qui arrive. C'est un peu normal qu'ils se rencontrent les PM du Canada et du Québec. Écoute, moi, je m'attends à ce que Christine Saint-Pierre... Saint-Pierre, wow! T'es allé loin, là! On la salue, d'ailleurs, Madame Saint-Pierre. Christine Fréchette, excuse-moi. Je m'attends à ce que Christine Fréchette, tente de durcir le ton avec le fédéral. Pas nécessairement dans sa rencontre avec M. Carney. À mon avis, aujourd'hui, ça va être plutôt des échanges, assez cordiaux, etc. Je pense qu'elle va en profiter pour lui dire quelles vont être ses priorités avec le fédéral. Mais moi, je m'attends à ce que le fédéral et elle... potentiellement ne s'entendent pas sur certaines choses. Mais tu sais, encore une fois, on trouve ça toujours très scandaleux. Mais le gouvernement fédéral, contrairement à ce que veulent nous faire croire certains chroniqueurs et autres, le gouvernement fédéral, il ne se réveille pas le matin en disant on veut faire mal au Québec. Là. Le gouvernement fédéral fait son travail de la manière dont il pense être bonne et le Québec fait le travail aussi de la manière dont il pense être bonne et aller chercher des choses. C'est le principe d'une fédération. Une fédération, c'est comme ça que ça marche. À un moment donné, il faut aussi comprendre le principe de fédération. Le Québec a raison de faire ses revendications. Maintenant, les revendications plus politiques spécifiques à la CAQ, c'est sûr que Mme Fréchette va vouloir montrer qu'elle ne faiblira pas devant Ottawa. Est-ce qu'elle pourrait avoir une attitude vis-à-vis du fédéral différente de M. Legault? Peut-être qu'elle sera meilleure joueuse. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va céder sur ce qu'elle a envie
d'obtenir d'Ottawa. Mais je pense qu'elle va être meilleure joueuse. Parce que M. Legault, je pense qu'il a littéralement une allergie au Canada. M. Legault, c'est un souverainiste qui a décidé de ne pas faire la souveraineté. Ouais, tu comprends? ouais. Mais elle a déjà été dans un parti souverainiste, je sais. Mais disons qu'elle avait moins en tout cas, elle donne moins l'impression d'avoir un rapport conflictuel avec le fédéral. Ouais, je comprends. On verra ce que donnera cette rencontre-là. Est-ce qu'on va à milliard Sondage. ou au sondage? Mais sondage, je pense. Ouais? OK, on y va. Parce que j'aimerais parler aussi de la loi 96. Tu veux parler de ça, toi? C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Mais non, mais allons-y au sondage. Les chiffres qui continuent à monter pour les libéraux. Mais c'est intéressant quand même ce qu'on voit dans les sondages. Parce que, tu sais, au début, quand tu vois juste un bon sondage, tu te dis, bon, c'est un bon sondage, ça peut être circonstanciel. Les libéraux, ça fait une couple de bons sondages. Ça avait commencé par se rapprocher du Parti québécois. Ensuite, c'était rendu quasiment une égalité statistique dans le sens que ils étaient dans la marge d'erreur du Parti québécois, donc techniquement, ils pouvaient être au même point. À un moment donné, ça a affiché carrément égalité. Puis maintenant, on a un sondage Palace qui dit que les libéraux sont devant. Mais alors attention, quand même important de le mentionner. Les libéraux sont devant. C'était un petit 3 points. Ben quand même, c'est pas rien. Là, mais ça, c'est au national. Ouais. Donc ça, c'est au national. Ensuite, il faut comprendre que ça dépend de ta concentration du vote. Puis souvent, alors c'est là que c'est important de distinguer. Puis comme tu n'es pas capable de faire de distinction entre Montréal et les régions, etc., ben généralement, on sait que démographiquement parlant, il y a infiniment plus de francophones en région, ou tout du moins, on pourrait dire infiniment plus de non-francophones à Montréal. Et donc, tu regardes le niveau de vote des francophones. Puis le niveau de vote des francophones, ou dans les sondages, dans l'étude d'opinion, là, c'est que les francophones sont à 21% pour le PLQ. 21, t'es loin du compte. Mais attention, 21, t'es aux portes de la zone payante pour le PLQ. Parce que le PLQ n'a pas besoin d'être à 34% chez les francophones pour faire d'immenses gains. On disait ça il y a quelques semaines, Salim, je ne me rappelle pas de quel sondage, peut-être un léger. Mais même avant ça, où on était, les libéraux étaient en dessous du 20%, puis on disait, attention, suivons ce pourcentage-là, ce numéro-là. Si les libéraux réussissent de se rapprocher au 23, 25, c'est it's the magic number, comme on dit. Là, on passe à 21 dans les francophones. Puis watch out. Oui, puis le précédent sondage léger, je pense même qu'il les avait placés à 22. Hein, Okay. Donc, tu sais, le PLQ est vraiment très proche d'une zone payante. Puis tu vas voir que 1% pourra faire une grosse différence. Là, rendu à 23, là, 23, 24, là tu commences à faire des gains très intéressants pour le PLQ. Puis en passant, le PLQ à 21, mais le PQ qui était à 41, 42 est à 34. C'est une chute quand même importante. Il domine quand même largement. Oui, mais ça renforce l'argument qu'on disait que les gens stationnaient leur vote parce que ils attendaient voir ce qui allait se produire. Exactement. Ça se reflète de plus en plus. Puis Georges, on a de tout temps entendu ça en politique. Attention, là, je veux pas être trop haut, trop tôt. Ouais. Parce qu'une élection, c'est pas un sprint. Une élection, c'est une course de fond. C'est comme un marathon. Donc, si tu sprintes au début, là, puis que tu es en tête au début, un marathon, c'est quoi? C'est 42 km, là?
Écoute, si tu sprintes au début, puis t'es en tête pendant les 35 premiers kilomètres, puis là, t'es soufflé pour la fin. T'es plus capable de faire tes 7 derniers kilomètres. Ouais. Attention. Puis moi, je te dirais que même les libéraux, quelque part, évidemment, ils doivent être contents de voir qu'ils recommencent à monter dans les sondages. Mais les libéraux, là, ils auraient voulu voir ces sondages-là au mois de août, là, de juillet, août, là, parce qu'ensuite, il y a la campagne électorale. Je veux dire, même les libéraux, là, même alors qu'on se rapproche vraiment beaucoup des élections, et ils veulent pas, parce que là, quand tu es en tête des sondages, là, tu commences à être la cible. Là, ils vont commencer à frapper sur milliards ici, les libéraux par là. Oui. Tu vas tout entendre, là, c'est sûr. Look, moi, je regarde les chiffres, puis honnêtement, ça monte un peu partout. Moi, je te dirais qu'ils ont besoin un peu d'aide dans la région de Québec, mais il y a peut-être quelque chose qui arrive. Dans notre prochain épisode, on vous garde une petite surprise. Peut-être, il y a des choses qui vont changer aussi dans la région de Québec. On verra. Écoute, on verra, mais moi, la seule chose que je te dis, c'est que les libéraux en tête au national, qui vont chercher, admettons, 23, 24, 25% chez les francophones, c'est des libéraux qui commencent à rentrer c'est-à-dire qu'ils peuvent espérer gagner, et on est dans une zone peut-être plus ou moins minoritaire, mais minoritaire libérale au lieu de minoritaire péquiste, par exemple, tu vois. Ouais. Donc ça va être intéressant. Puis parce que tu sais, puis faut juste expliquer un truc là. Les chiffres paraissent bas comme ça, mais ça c'est parce que aujourd'hui on a 5 partis là. On en a 4 à l'Assemblée nationale, puis t'as le PCQ qui, sans être à l'Assemblée... oui, maintenant, oui, il est à l'Assemblée nationale avec une députée, mais je veux dire, mais qui est haut quand même dans les sondages. Donc c'est normal que les chiffres soient bas comme ça. Mais à l'époque, là, pour que le PLQ fasse le gouvernement, il fallait qu'il ait 28-30% chez les francophones pour pouvoir espérer faire le gouvernement. Donc, quand on dit... à 23-24%, il fait des gains, c'est pas parce que, contrairement à ce que certains chroniqueurs essayent de dire, là, c'est une espèce de je sais pas quoi, là, c'est les anglos et les immigrants, là, on veut vraiment faire ça, là, mais honnêtement, pour moi, quand je vois les positions, d'ailleurs, du PLQ en ce moment, c'est pas des positions nécessairement qui plaisent aux communautés culturelles ou aux communautés anglophones. Là. Ouais. On ne le mentionne pas très souvent sur le balado, Salim, mais Québec solidaire devient de plus en plus un parti qui s'efface de la place un peu publique. On entend très peu parler aussi dans les médias, pas beaucoup de visibilité. Je pense que le fait que Gabriel Nadeau-Dubois n'a pas pu imposer son idée, son renouvellement du parti. Parce que, disons les vraies choses, un gars comme Gabriel Nadeau-Dubois, c'était la visibilité du parti. Peut-être aussi, c'est quoi son nom? Manon Massé. Ça comptait pour quelque chose, ça, pour le parti. Ils sont plus là depuis que ces deux personnes-là ont pris un pas arrière. Le parti, je trouve qu'il y a de la misère. Puis ça ne m'étonnerait pas que ce parti-là redevienne un parti principalement de Montréal avec peut-être 4-5 sièges. J'ai de la misère à croire qu'ils vont faire de quoi en Québec solidaire. C'est très possible. C'est très possible. Québec solidaire, avec qui j'ai pas beaucoup d'attaches, mais il faut le dire, puis je sais pas si on rend service en disant ça à eux autres, là, mais quelle erreur. Gabriel Nadeau-Dubois, là, ils auraient dû tout faire pour le garder. Ben oui. Quelle erreur. Parce que tu sais quoi, on peut être d'accord ou en désaccord avec le projet qu'il porte, l'idéologie qu'il anime, ou qui anime les solidaires. Je crois que Gabriel Nadeau-Dubois faisait un extraordinaire travail. Ah oui. Il était bon au Parlement. Il était bon sur le terrain.
Là encore, il a fait une sortie sur l'éducation récemment. C'était... Honnêtement, là... Oui, avec son livre blanc. Oui, mais tu sais, je te le dis, il y a des gens là qui sont de droite. Tu sais, c'est pas des gens qui sont spécialement... c'est pas des fans de Gabriel Nadeau-Dubois ou de Québec solidaire, mais tu sais, qui ont salué le travail qu'il a fait sur ses propositions en éducation et son livre blanc, etc. Et... En tout cas, moi, je pense qu'au-delà de ce qu'on peut penser de Québec solidaire, et encore une fois, je le dis, et je le dis pas parce que j'ai quelque chose à justifier, mais je le dis parce que je pense que ça a plus de valeur quand je dis que je suis même pas proche d'être Québec solidaire, là, mais vraiment, je suis loin, là, tu sais. Mais de dire que Gabriel Nadeau-Dubois faisait du bon travail à Québec solidaire, là, c'est qu'un gars de centre droit comme moi qui reconnaît à quelqu'un très à gauche qui faisait un travail politique vraiment très bon. Ouais. Donc, je sais pas. Tu sais, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que peut-être finalement peut-être que les adversaires chevronnés de Québec solidaire ont peut-être raison, c'est-à-dire que la base est trop radicale et que c'est un parti ingouvernable, et que lui, il a proposé un virage pragmatique. Donc, dans le fond, arriver avec des propositions de gauche qui pourraient rentrer dans un cadre de gouvernement. Et parce que bon, il y a des idées de gauche, même celles avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais qui pourraient rentrer dans un cadre gouvernemental. Mais on n'est pas là. Parce qu'on n'a pas laissé Gabriel Nadeau-Dubois travailler. Puis le modèle Québec solidaire, là, les co-porte-parole, puis qu'il n'y a pas de chef, puis tu peux pas donner... Dans le fond, je pense que c'est ça qui a voulu changer un peu la structure institutionnel là, du parti, de le faire un vrai parti, là, de bien l'organiser. Puis, si ta fondation n'est pas solide, c'est sûr et certain que tu n'iras nulle part. Et c'est malheureux pour le parti. Puis, je partage ce que tu dis, Saleh. Moi non plus, je suis très loin d'être un supporter de Québec solidaire, mais tu dois respecter l'institution qui est là pour l'exercice démocratique dans notre société. Puis c'est correct là, tu sais, qu'il y ait ce parti-là qui existe, puis qu'il y ait des partisans, puis des militants, etc. Mais moi, puis on l'a dit souvent sur le balado, on a beaucoup salué l'effort de Gabriel Nadeau-Dubois de mettre un peu de l'ordre dans ce parti-là, que ce parti-là devienne une vraie institution politique qui pourrait peut-être un jour espérer gouverner. Ça marchera pas. Ça marchera pas leur affaire. Puis c'est dommage parce qu'un gars comme Gabriel Nadeau-Dubois, tu le gardes puis tu le protèges. That's it. Tu sais, puis je sais qu'il a joué ça très diplomatique, mais on l'a mis dehors, tout simplement. Juste nuancer, on l'a pas mis dehors, puis je pense que s'il avait voulu rester même plusieurs années, il aurait pu. Mais moi, je pense qu'on l'a usé. Le gars, il est usé. Puis d'ailleurs, je me souviens des entrevues qu'il avait fait lorsqu'il avait annoncé qu'il ne se représenterait pas, qu'il quittait la vie de politique. C'était quelqu'un qui était usé, fatigué. Et quand même, c'est fou, hein, parce que, veux pas, moi, on se souvient tous de Gabriel Nadeau-Dubois pendant la... Mais oui, le petit jeune. Celui qui était le petit jeune pendant la crise étudiante. Puis, écoute... je garde pas un bon souvenir de ce Gabriel Nadeau-Dubois-là. Par contre, je dois t'avouer que moi, le Gabriel Nadeau-Dubois qui a joué des parties de ping-pong parlementaire avec le premier ministre Legault, pas que j'adhérais à ses arguments, mais la force de l'échange m'a marqué, et m'a marqué positivement. Ouais. Donc voilà, mais tu fais bien de mentionner cette espèce de plongeon de Québec solidaire, parce que cette plongeon de Québec solidaire, probablement que quelque part, et chez certains libéraux, ils espèrent les récupérer. Les récupérer pas parce que le Parti libéral serait de gauche lui-même, mais parce qu'il y a des gens qui ont voté Québec solidaire qui ont refusé de voter CAQ, que ce soit à Sherbrooke, par exemple,
ou à d'autres places comme à c'était quoi? C'était Rouyn-Noranda quand il y avait Rouyn-Noranda Témiscamingue. Là, c'était le comté de Émilise Le Sartérien en 2018, de 2018 à 2022. À Québec, parce que je te rappelle qu'à Québec, Québec a déjà été très, 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 très rouge. Notamment dans le comté de Vanier-les-Rivières. Ah non, mais Vanier-les-Rivières, c'est le caquiste. Non, mais en ce moment, ils ont Tachereau, je pense. Ouais. Ils ont Jean Lesage. Ben, Jean Lesage a déjà été... c'était le comté de Drolet, André Drolet. Donc voilà, donc ça a déjà été rouge. Alors, ils vont peut-être vouloir essayer de récupérer ça. Tu sais, Québec, c'est pas très à gauche. Que ça ait voté Québec solidaire, quand même assez surprenant. Moi, c'est ça que j'allais dire sur ton commentaire-là. Je sais pas si le vote va retourner aux libéraux, mais je pense que peut-être il pourrait retourner au PQ et créer cette division de vote pour permettre aux libéraux de passer, comme justement dans Sherbrooke, les comtés autour de Québec. Il y a certains comtés aussi à Montréal qu'il faut faire attention, où le PQ avait perdu beaucoup de plumes, puis lentement, on voit un peu ces pourcentages-là remonter, justement à cause qu'ils baissent du côté de Québec solidaire. Donc, avec un partage de vote là, entre ces deux partis-là, très probable que les libéraux pourront aller reprendre certains comtés. C'est juste ça, là, tu sais, puis en tout cas, ça va être intéressant de voir, mais c'est dommage parce que, tu sais, c'est ce parti-là qui a pris un virage vraiment extrême, puis, tu sais, comme tu dis, au moins, Gabriel Nadeau-Dubois, même si tu n'étais pas d'accord avec lui, il était quelqu'un de respectable. Tu comprends? Je veux rien dire de mal contre Ruba Gazal ou autre personne, c'est juste que je pense que lui, il était à un autre niveau comparé à ceux qui sont là. En fait, il est certainement plus éloquent, plus politique, etc. que Rouba Gazal. Bon, Rouba Gazal, je pense qu'elle est respectable aussi, comme les autres députés à l'Assemblée nationale, mais il y avait un élément que tu avais dit. Ah oui, c'est ça, sur Tachereau, par exemple, à Québec. Je sais pas. Peut-être que tu as raison et peut-être que ça va se passer comme tu le dis, c'est-à-dire que les votes vont retourner au PQ. Moi, j'ai un peu de misère à penser ça. Je vais te dire pourquoi. Parce que le PQ d'aujourd'hui, c'est pas le PQ non plus qu'on a connu à l'époque. Donc, par exemple, le comté de Tachereau, qui est essentiellement le centre-ville de Québec, était, oui, plus à gauche, donc avait tendance à ne pas voter libéral parce qu'on trouvait que les libéraux étaient peut-être trop à droite. C'était le comté d'Agnès Maltais, je pense. Ouais. Exact. C'était Agnès Maltais, exactement. Mais le PQ s'est droitisé ou conservatisé, si je peux me permettre de massacrer le mot comme ça, surtout sur les questions sociales et identitaires. Donc, par exemple, déjà, en 2014, le PLQ est passé à 500 voix de remporter Tachereau. Pourquoi? 2014, si tu te souviens bien, c'était quoi? C'était contre la Charte des valeurs. Il y a des comtés où les gens ont voté contre la Charte des valeurs. Ouais. Et donc, le PQ qui avait commencé déjà son shift vers une droite plus identitaire, et je dis pas identitaire, je le dis comme je le pense, là, c'est pas une droite identitaire en tout cas, c'est une droite très profondément identitaire. C'est-à-dire que il y avait une espèce d'obsession avec ça, versus identitaire dans le sens, ben oui, si on est favorable aux Français, ben oui, c'est identitaire. Mais tu sais quoi, rendu là, moi aussi, je suis un identitaire. Sauf que moi, je me définis pas comme un identitaire. Ouais. Parce que pour moi, elle est évidente, l'identité québécoise. Puis elle est évidente qu'il faut la défendre et la promouvoir, etc. Mais c'est identitaire au sens d'aller très loin dans les politiques identitaires, quitte à discriminer. Donc, moi, c'est ça, c'est ça mon problème à moi, là, avec lequel je suis pas d'accord. Puis dans Tachereau, il y a du monde qui ont voté contre la Charte des valeurs.
des gens qui votaient pour Agnès Maltais avec des majorités stratosphériques, mais qui se sont ramassés finalement à voter pour les libéraux. Alors, est-ce que ces gens un peu plus progressistes qui pourraient être intéressés ou qui seraient peut-être amenés à déserter Québec solidaire pour qui ils ont voté dans les dernières années pourraient voter pour les libéraux? Est-ce que ça sera suffisant? Je ne le sais pas. Mais en tout cas, ça pourrait permettre aux libéraux de faire un meilleur score dans ces comtés-là. Ouais. Ils ont et là, il y a une bonne... ils ont une bonne candidature. Mais oui, exactement. On va terminer, on va aller rapidement du côté des libéraux. Hier... Non, mais fédéral aussi, hein? Qu'est-ce qui se passe? Les partiels. Ah, ben oui. Tu veux-tu parler de ça? Ben, on pourrait. Tu veux que j'en parle? Oui, vas-y. Ben, regarde. On va faire ça in a nutshell, comme on dit. Ouais. Il y avait 3 partiels au niveau fédéral. C'était lundi dernier. 3 partiels, 2 à Toronto, suite au départ de Chrystia Freeland et de Bill Blair. Ouais. Ce sont 2 circonscriptions traditionnellement libérales. Je te dirais qu'il n'y avait pas de grosse surprise sur le fait que les libéraux allaient les conserver. Mais la 3e circonscription, on en avait déjà parlé ici sur ce podcast, c'était Terrebonne. Terrebonne qui avait surpris tout le monde l'année dernière parce que les libéraux et les bloquistes avaient fait égalité. Tu te souviens, au début, on avait donné la victoire aux libéraux d'1 voix, mais cette voix-là, il y avait une erreur de Post Canada, non pas de Post Canada, mais de Élections Canada, et donc en annulant cette voix-là, ça faisait une égalité, puis en cas d'égalité, tu reprends l'élection, puis même si la Cour supérieure avait validé la victoire libérale, c'est allé jusqu'en Cour suprême, et la Cour suprême a décidé et a tranché, et il y a eu de nouveau des élections. Mais là, tout le monde se disait, ouais, mais tu sais, c'était une générale. Dans la générale, les gens ont voté pour Carney. Ils voulaient juste Carney. C'est pour ça que les gens à Terrebonne ont voté massivement pour les libéraux, alors que c'est traditionnellement un comté très, très, très bloquiste, et d'ailleurs très, très, très péquiste au provincial, sauf lorsque M. Fitzgibbon l'a occupé pour la CAQ au moment où la CAQ était extrêmement populaire. Bref, là, les libéraux l'ont finalement remporté de 780 voix ou un truc du genre. En tout cas, plus que 700 voix, là, près de 800 voix. Donc, Tatiana Auguste, qui est donc députée, qui occupe donc le siège de député de Terrebonne pour les libéraux. Je pense pas que ce soit nécessaire de rentrer davantage dans les détails. Je veux juste dire que c'est quand même assez plate d'entendre certains commentateurs commencer à faire des théories selon lesquelles le Bloc a perdu cette circonscription en raison d'immigration massive à Terrebonne. En passant, il y a moins de 14% de communautés culturelles. Et donc, c'est ça qu'on dit? Absolument. Oui, c'est partout sur les réseaux sociaux, etc. Okay. Donc, on blâme ça à l'immigration. On blâme ça à l'immigration, sachant qu'on parle de moins de 14% de communautés culturelles à Terrebonne, d'une part, en disant que le vote nationaliste est dilué par l'immigration. C'est des discours, franchement... En tout cas, je vais me garder de les qualifier, là, mais je vous laisse imaginer tous les mots qui peuvent accoler à ce genre de discours-là. Autre chose, moi, j'ai envie juste de poser une question. Entre l'élection de Mme Gentilcore du PQ, qui a gagné avec 58% des voix dans Terrebonne, avec le PQ, qui est le frère siamois du Bloc, entre son élection il y a pas longtemps, là, il y a à peine quelques mois, et maintenant, c'est l'immigration massive qui a pris place à Terrebonne. Tu sais, à un moment donné, garde, je veux bien que lorsqu'on fait un peu d'analyse politique,
Il y a des questions démographiques qu'il faut prendre en considération. Moi-même, je le fais. Je parle, je parle du vote dans certaines circonscriptions qui peut être plus anglophone, y compris dans les cantons de l'Est ou même en Gaspésie, parce qu'il y a des communautés anglophones là, des communautés culturelles dans la grande région de Montréal, etc. J'en parle. Évidemment, du vote francophone, où ça, dans certains endroits, c'est tellement homogène que ça donne une bonne idée de où loge le vote francophone d'une manière générale, etc. Oui, tu sais, dans une analyse, tu peux le faire. Mais quand ton analyse se réduit à une obsession, cette obsession-là, c'est plus de l'analyse. Cette obsession-là, en tout cas, c'est quelque chose de négatif. Et ce qu'il y a le pire là-dedans, c'est même pas ce que ces personnes-là, les quelques personnes, là, parfois qui ont des micros, souvent qui ont des micros, pour ramener ce genre de choses, ce genre de discussion-là. C'est... Moi, ce que je trouve plus grave, c'est pas ce que ressentent ces gens qui essayent de véhiculer ces messages. Ce que je trouve plus grave, c'est la volonté de diviser les Québécois et d'hiérarchiser les Québécois. Donc, tu as le francophone fédéraliste, il n'est pas assez québécois ou il n'est pas assez bon. Mais pourquoi? Tu sais, quelqu'un qui s'appelle Martin Gagnon, dont 4 grands-parents canadiens-français, tu sais, pourquoi il serait moins québécois parce qu'il est fédéraliste? Ensuite, pourquoi un anglophone serait moins québécois? Pourquoi quelqu'un issu de l'immigration serait moins québécois? Pourquoi un autochtone serait moins québécois? Ouais. Pourquoi quelqu'un qui se dit nationaliste serait plus québécois que quelqu'un qui se dit cosmopolite? Parce que je pense que si on considère qu'on est en démocratie puis que chacun a le droit de penser ce qu'il veut, etc., je reprends mon exemple de quelqu'un qui s'appellerait Martin Gagnon, par exemple, puis qui est plus cosmopolite parce que c'est son opinion, parce que il aurait le droit. Pourquoi il faudrait lui tomber dessus? Et alors, pourquoi on doit nécessairement diviser le monde? Je trouve ça épouvantable. Épouvantable. En tout cas, moi, je pense pas qu'il faudrait qu'on arrive à des choses par la division. Alors, certains, je les entends. Je les entends pas vraiment. Tu comprends? C'est une image. Ils vont te dire, oui, mais attention, le Parti libéral du Canada, lui aussi, fait de la division lorsque il veut juste des immigrants pour... Mais sais-tu quoi? Le clientélisme, c'est pas bon. Le clientélisme, qu'il soit à droite, qu'il soit à gauche, qu'il soit pour une clientèle en particulier, c'est pas bon. Que ce soit chez les libéraux, les bloquistes, les péquistes, les conservateurs, les caquistes, les solidaires, à partir du moment où tu fais du clientélisme, tu cherches à diviser les gens, c'est pas bon. Puis ce que je dis là, je suis pas en train d'attaquer Bloc ou PQ ou peu importe quoi. Moi, c'est le discours. Parce que moi, à la limite, là, même si des souverainistes, un parti souverainiste gagne une circonscription ou forme le gouvernement, moi, à partir du moment où c'est pas un discours de division, au moins, on va se dire, c'est ça la démocratie. Tu sais, je veux dire, ils ont convaincu une majorité de Québécois que ça prend un référendum, puis ils vont essayer. C'est correct. C'est la démocratie. Je peux pas être d'accord, mais c'est la démocratie. Ouais. Puis en démocrate, je veux bien l'accepter. Mais ce que je rejette, c'est le discours de division. C'est horrible. Moi, quand je vois quelqu'un là, dans la rue ou au Tim Hortons, je me dis pas, attends, mais moi, je suis originaire je suis originaire d'un autre pays, je suis issu de l'immigration, lui est francophone. Non, c'est pas comme ça que je veux. Moi, Tim Hortons, quand je vais m'asseoir, puis je commence à parler avec le vieux monsieur ou la vieille madame, etc., pour moi, c'est juste, on est Québécois, puis on se parle. Il y a de la solidarité entre nous. En tout cas, regarde. Désolé de cette espèce d'envolée lyrique là-dessus, mais je trouvais ça juste épouvantable que des gens ramènent ça toujours là-dessus.
Mais de toute manière, là, monsieur... attends, je vais te... Je fais des bêtises dans le, c'est bon. dans le studio. De toute manière, M. Carney, il a eu sa majorité. Mais il faut dire une chose, Salim. Tu sais, parce qu'on parlait souvent de ces 3 partiels-là comme la clé de M. Carney pour aller chercher sa majorité. Mais je sais pas, je pensais ça à l'autre jour. Là. Tu sais, c'est des sièges que les libéraux avaient anyway. C'est pas des gains que le Parti libéral du Canada a fait pour aller chercher sa majorité. M. Carney a eu sa majorité avec les défections des autres partis. Là. Il y a eu quoi? 4 de conservateurs, puis 1 de néo-démocrates. C'est ça qui a donné la majorité à M. Carney. Et l'enjeu maintenant, c'est de voir comment ce parti-là va vivre cette nouvelle réalité alors qu'il devient lentement un parti, un big tent party, comme on parlait auparavant du Parti conservateur. Est-ce que c'est cette avenue-là que le Parti libéral du Canada veut aller chercher? Parce qu'on parle de gens qui sont idéologiquement, vraiment, littéralement opposés là-dedans. Là. La dernière qui a traversé Mme Gladu, écoute, moi, j'ai toujours pas compris celle-là. Je l'ai toujours pas compris. Bravo pour eux, ils l'ont eu, mais à quelle fin? C'est quoi le but? Elle va contribuer à quoi au Parti libéral du Canada? Est-ce qu'elle s'est réveillée un jour et elle s'est dit, bon, ben moi, je crois plus à tout ce que je disais, puis je suis libéral? C'est juste... Regarde, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que... Non, mais tu sais, si on analyse, si on essaye de voir la chose très clairement destinée, tu sais, une personne comme Mme Gladu, tu sais, je veux dire, je veux pas la blâmer d'avoir traversé, mais il faut aussi que elle et les gens qui l'ont vu traverser comprennent que c'est légitime que de se poser ces questions-là. Moi, ce que j'entends, c'est que chez les conservateurs, ils se disent, ben, évidemment, ils sont pas contents qu'elle soit partie, mais tant qu'à faire, ils se disaient, ben, ça va créer de la zizanie au sein du caucus libéral parce que il y a des choses là, les personnes qui sont assises à côté d'elle, au caucus libéral avec lesquels ils vont pas être d'accord. Là, tu comprends? Ouais. Donc ça, je peux comprendre. Mais ça, à la limite, ça devient un peu du inside baseball, etc. Mais ce qui est important, c'est juste de se dire, notre système, il est fait de manière à ce que l'exécutif, le pouvoir exécutif, le gouvernement, il est issu de la configuration de ton Parlement. Donc, si de la configuration de ton Parlement fait en sorte que tu as un groupe parlementaire qui forme non seulement le gouvernement, mais forme une majorité gouvernementale, so be it. Ouais. Moi, je vois aussi l'autre côté de la médaille parce qu'il y a des gens qui parlent, tous ces gens-là qui quittent pour aller donner la majorité aux libéraux, puis toute cette analyse qu'on vient de faire concernant le futur du Parti libéral du Canada et de la façon que ce parti-là va être identifié à partir de maintenant. Il y a l'autre côté de la médaille aussi. Pour qu'une personne aussi conservatrice comme Mme Gladu de laisser de côté son parti pour aller traverser aux libéraux, moi, là, c'est des drapeaux rouges qui se lèvent concernant le leader du Parti conservateur. Donc, M. Poilievre, là, je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais... Tu sais, il y a plein de rumeurs qu'on entend, il y a plein de membres de son caucus qui ne sont pas satisfaits. Son attitude envers ses propres députés, tu sais, il y a une semaine ou deux, il a circulé un message leur demandant... c'est qui commentait ça? Je pense que c'était notre ami Dimitri Soudas qui commentait ça, qui aurait envoyé un message à ses porte-paroles, là, les shadow ministers, comme on les appelle, pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient et s'ils étaient contents avec la job, sinon qu'on allait trouver quelqu'un d'autre pour la faire pour eux. Tu comprends? Il prend un air un peu trop autoritaire. Et moi, c'est cette analyse que j'ai faite quand une conservatrice comme Gladu a dit « Regarde, moi, j'en peux plus. Je préfère aller aux libéraux. » À ce point-là, là. Donc, je pense que le problème se loge
au leader du Parti conservateur. Et, tu viens de tout dire. Moi, je crois que tu viens de résumer tout ce que tu as dit dans ta dernière phrase. Et c'est ça que je trouve un peu étrange parce que, et ça revient à une discussion qu'on a déjà eue, Salim. C'est qui M. Poilievre? Parce qu'on a vu tellement de caractères, tellement de personnages différents. On a vu le chien qui jappe, qui a fait descendre Justin Trudeau, puis moi, je l'admirais parce que, tu sais, c'était embarrassant pour quelqu'un comme Trudeau à tous les jours au Parlement. Il faisait une job exceptionnelle, Poilievre. Puis là, on l'a vu durant la campagne changer puis devenir un petit bon gars. Ben oui, tu sais, il souriait plus. Mais juste te dire un truc, puis évidemment, chacun a son opinion sur la chose. Moi, je crois que l'espèce de pitbull que tu as décrit, moi, je pense qu'il a aussi refroidi du monde. Parce que oui, c'est vrai que l'espèce de hargne qu'il mettait à descendre Justin Trudeau, il a fait en sorte de coaliser ceux qui étaient tannés de Trudeau. Je suis d'accord avec ça. Mais la minute où Trudeau était plus là, puis qu'il y avait une espèce de menace qui planait au-dessus du Canada, puis d'arriver avec un gars qui était plus posé, qui est aussi conservateur à bien des égards, même si c'est un libéral ou un chef libéral, à tout le moins, je parle de Mark Carney, eh bien, les gens n'ont pas fait confiance à Poilievre. Et j'irai même plus loin. Si ça avait été, on n'était pas là dans la course à la chefferie du tout, là, mais si ça avait été Charest, même avec la venue de Carney, je pense que les conservateurs auraient gagné. Ouais. Pourquoi? Parce que l'espèce de hargne, les gens voyaient bien que ça, c'était trop. On voyait bien qu'il y avait une obsession Trudeau. Écoute, même quand il est allé à Joe Rogan, je pense qu'il a parlé de Trudeau. Là, je veux dire, à un moment donné, là, il n'est plus là. Ouais. Le gars est avec Katy Perry. Là, arrête de parler de lui. Là, c'est comme, sors de ça, là, c'est terminé. Là, j'ai comme... Mais écoute, sincèrement, je l'ai toujours dit, je l'ai souvent dit. Et c'est vrai que je suis satisfait, moi, depuis... Ça faisait 20 ans que j'attendais quelqu'un au fédéral où je pouvais me sentir un peu représenté. Puis pour être honnête, je me sens représenté, alors que j'ai pas d'affiliation au fédéral, là, mais je me sens plus représenté par Carney que je l'ai jamais été, moi, au fédéral. Ouais. Mais malgré ça, moi, je te le dis, la démocratie canadienne et les Canadiens, d'une manière générale, mériteraient que le Parti conservateur soit en meilleure santé. Je te dis même pas de est-ce qu'il faut être d'accord avec ou non. Là, je cherche pas à faire la promotion du Parti conservateur. Je dis juste que ça prend un Parti conservateur fort. Si on n'a pas un fort Parti conservateur, c'est pas bon parce que les libéraux vont se laisser aller. T'sais? Puis c'est la même chose quand les conservateurs sont là au pouvoir. C'est la même chose, je me souviens, quand Harper était au pouvoir. On disait c'est important d'avoir des partis d'opposition forts. Il n'y en avait pas de partis d'opposition forts à l'époque de M. Harper. Non. Les libéraux, ils étaient vraiment complètement en déconfiture jusqu'à l'élection surprise de Trudeau. Puis les néo-démocrates n'étaient pas des si bons... c'était pas si bon opposition. Donc le parti de M. Harper était pas tant que ça challengé. Donc moi je le dis toujours, quand les conservateurs sont au pouvoir, ça prend des libéraux forts. Quand les libéraux sont au pouvoir, ça prend des conservateurs forts. Ouais. C'est ça la démocratie. Puis je suis un peu tanné aujourd'hui, décidément, je suis vraiment dans mes concepts là, mais je suis juste tanné qu'on voit les partis politiques juste comme étant le diable. Je suis d'accord avec ce parti, donc l'autre parti qui n'existe plus, ça ne me dérange pas. Non! Qu'il existe est nécessaire à ta démocratie. Oui. Mais on va voir comment les choses vont se développer au Parti conservateur parce que d'après ce que j'entends, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont contents et on entend toujours des rumeurs d'autres personnes qui veulent peut-être remplacer M. Poilievre.
Selon ce qu'on entend, ça va pas si bien que ça dans son caucus. Donc, on verra ce que ça donnera. Là, tu vas faire un 5 minutes sur le projet de loi 96, puisque tu en as parlé tantôt. Pas le projet de loi, mais la loi 96. Oui, là, c'est une loi, mais... Oui, depuis longtemps. Monsieur Milliard, il a fait une sortie hier, quand même, qui a surpris pas mal de gens en disant que la loi 96, il allait l'appuyer et donc, par conséquence, de renouveler la clause dérogatoire, sauf que dans son argument, il a dit que il y a certains éléments que j'aimerais changer dans cette loi-là, mais en général, c'est une loi qui veut garder. Je ne sais pas s'il y a eu une discussion avant avec son caucus, parce qu'il paraît que tout de suite après, il y a eu une réunion urgente de son caucus pour s'aligner peut-être, ou pour qu'il écoute certains de ses députés frustrés, surtout ceux qui sont dans des comtés plus anglophones. Mais ça, je ne sais pas, est-ce que ça va créer un petit problème pour lui, Salim? Est-ce qu'il va pouvoir réparer les pots? Selon lui, d'après ce qu'il dit, il dit, regarde, écoutez, il faut protéger la langue française. Sauf que la loi 96, si tu la gardes, elle est quand même un peu extrême par rapport aux communautés anglophones, là, tu comprends, au Québec. Donc, je sais pas c'est quoi qu'il pensait avec ça, mais... Mais je veux juste te dire un truc. Regarde, je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails, mais parlons d'une manière générale. D'abord, à ta question, oui, je pense que c'est un premier test d'envergure, parce que je pense que c'est un sujet très, très, très important. Donc là, c'est sûr que c'est un test de leadership. Pas leadership dans le sens, est-ce que son leadership est fort? Non, il est là pour rester, là, Charles Milliard, il n'y a aucun doute. Là, il est bien en place, il est bien arrivé, etc. Mais c'est un test de leadership dans le sens que, oui, il va falloir que, bien sûr, il gère son caucus. Il y a des représentants de communautés anglophones dans son caucus qui perçoivent le projet de loi 96 différemment de lui. Et s'il le perçoit de la même manière, il y a comme dans ce cas-là une forme de décalage entre sa position et ce qu'il pense. Mais juste un truc, parce que là, ce que tu dis est quand même très, 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 très important. Tu sais. Protéger la langue française. Qui est contre la protection de la langue française? Mais franchement, tu sais, je veux dire, à un moment donné, et je dis pas qu'il faut pas trouver des moyens de la renforcer davantage, de la promouvoir davantage, de la défendre davantage. Au contraire, moi je pense qu'il faut le faire, que c'est un devoir quand on est québécois et quand on est politicien au Québec de le faire. 100%. Mais on en arrive j'en arrive à la même discussion finalement qu'on a sur la laïcité. La laïcité est essentielle. Ouais. La laïcité, il faut non seulement la protéger, et pourquoi pas la renforcer. La question, c'est que les moyens que tu utilises, sont-ils les bons? Alors, est-ce que les moyens utilisés dans la loi 96, est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont légitimes? Est-ce qu'ils ne viennent pas briser quelque chose? Là, en l'occurrence, il y a l'utilisation de la clause dérogatoire. Donc, quand tu utilises la clause dérogatoire, ça veut dire, et puis en plus de manière préventive, ça veut dire que quelque part, tu le sais qu'il y a des éléments ou des dispositions qui ne respectent pas les chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés. Donc, et quand tu es libéral, je m'excuse, mais le respect des chartes est essentiel. Essentiel. Tu peux pas te dire libéral, puis pour toi, les chartes, c'est pas grave. On peut, à l'occasion... Alors, ensuite, tu vas me dire, oui, mais la clause dérogatoire, elle existe bien. Mais oui. Puis Bourassa, qui était un libéral, l'a utilisée. Mais, encore une fois, elle est faite pour être temporaire. Tu règles ton problème quand tu as besoin de la faire passer. Puis surtout, tu l'utilises. Tu peux faire si tu fais la démonstration d'un problème réel et urgent,
si ça se trouve, tu n'auras même pas besoin de la dérogatoire. Tu sais? Mais on est en tout cas, bref, moi, je pense juste que faut assumer le fait d'être libéral. Mhm. Tu sais, je veux dire, on a l'impression parfois qu'on s'excuse d'être libéral, puis on se dit, ouais, mais tu sais, on est mieux d'être comme ça. Qu'est-ce que tu préfères, moi ou le gouvernement péquiste? Hey, c'est quand même plate, parce que si tu dis ça, il y a des anglophones qui se sentent pas représentés. Il y a la minorité anglophone qui pourrait se dire, oui, mais donc dans le fond, on vit dans une démocratie où on peut même pas protéger mes droits fondamentaux comme c'est écrit dans les chartes. Tu sais? Alors, je sais que la politique, c'est compliqué, puis... Mais la politique, c'est pas juste une histoire de gagner ou de perdre. Puis ceux qui veulent juste gagner ou juste perdre, il y a personne qui veut juste perdre, mais tu comprends ce que je veux dire? Qui veut juste gagner, moi, je pense qu'il y a des manières de gagner. Et gagner, c'est aussi en assumant ta réalité. C'est pas vrai. Regarde, tout le monde dit le PLC, Trudeau, puis après ça, Mark Carney, par exemple, c'est des anti-Québécois, etc. Mais les Québécois, ils votent pour lui, pour eux. Ils votent pour eux. Les Québécois, c'est pas des valises. Ils savent pour qui ils votent. Tu sais. Moi, ce qui est... Parce qu'ils assument. Ils savent. Mais quand tu n'assumes pas... Tu sais, quand tu n'assumes pas... Mais moi, tant que quelqu'un... Si tu n'assumes pas, pourquoi je vais voter libéral? Je vais voter... Dans ce cas-là, je vais voter caquiste. C'est ça qu'un électeur se dit. Un électeur, il va se dire, ben moi, dans ce cas-là, je suis mieux de voter PQ ou CAQ parce que au moins, c'est pas une version édulcorée. Ouais. Tu sais... par contre, celui qui a envie de voter libéral, il veut aussi voter pour un parti qui est libéral. La chose, moi, qui m'a confuse un peu, Salim, c'est que ça a paru un peu une sortie prématurée. Il était incapable de répondre aux questions, par exemple, qu'est-ce que tu veux changer? Dans l'argument que, oui, je la garde, mais je veux amender cette loi-là, OK, ben quoi? Quels éléments est-ce que tu veux changer? Est-ce que c'est des éléments qui étaient là, qui nuisent aux communautés anglophones, parce qu'il a fait mention des entreprises, là, toute la réglementation pour les entreprises et le respect de la loi française, ça, c'est pas nécessaire. Mais c'est bon, c'est correct, mais là, tu as ouvert une porte où tu as touché au bobo là, qui a fait mal il y a longtemps là, pour la communauté anglophone, puis qui attendait voir avec un potentiel gouvernement du Parti libéral du Québec, est-ce qu'on va scraper cette loi-là qui nous a fait tellement de tort? Ou si tu la gardes, est-ce que dans tes amendements, est-ce que tu vas aller chercher ces éléments-là spécifiques qui nous ont fait du tort, puis garde le reste, oui, parce qu'il faut protéger la langue française, oui. Il y a eu un manque de préparation, puis je sais même pas comment il a fait cette sortie-là. Je sais pas. Il semble que les devoirs n'ont pas été bien faits, là. Mais c'est parce que, dans le fond, oui, je suis d'accord avec toi, les devoirs ont sans doute pas été bien faits, puis je sais pas, peut-être qu'ils s'attendaient pas à avoir ces questions-là, parce que c'était pas ce sujet qui devait ressortir hier du point de presse, tout ce que je comprends. Mais, juste te dire, les intentions de Charles Milliard sont bonnes. Elles sont bonnes. Il veut protéger et promouvoir la langue française. C'est normal. C'est aussi son rôle à lui. T'sais, il a raison. Je lui donne raison. Mais la politique, c'est pas juste tes intentions. La politique, c'est comment tu mets en place tes intentions. Puis je crois qu'il y a un équilibre qui est extrêmement important à faire entre l'extrême importance de ton identité et de la défense de la langue et de faire balancer ça avec tout un tas d'autres éléments fondamentaux. Et juste te dire, la loi 96, c'est pas les Franco contre les Anglo. En tout cas,
le débat sur la langue ne devrait pas être de la protection du français, c'est pas... Il y a aussi toute une dimension, il y a plein de PME qui sont des PME québécoises, francophones et même de région, pour qui la loi 96 est problématique, même dans son application. T'sais? Mais qu'importe, je ne veux pas faire une thèse sur la loi 96, puis je ne veux pas faire l'erreur justement qu'eux ont fait dans le point de presse, c'est-à-dire en parler ce matin sans préparation, parce que honnêtement 96 là j'ai plus tous les détails en tête là, ça fait un petit bout mais de toute manière on risque d'en parler quand même assez, parce que ça va revenir, ça va revenir, d'autant plus que Madame Fréchette a dit qu'elle allait je pense rajouter quelque chose à 96, notamment en fait, c'est élargir la loi 101 aux formations professionnelles, je crois. Exact. Non, formation pour adultes. C'est ça. Oui, exactement. Donc, c'est ça. C'est un sujet qui revient dans l'actualité, puis, regarde, c'est just in time, parce qu'on se prépare pour les élections, mais c'est ça qui est arrivé aux dernières élections, puis le Parti libéral, il a mangé une claque. Donc, on va voir comment ça va se dérouler. On a très possiblement un deuxième épisode qui va venir assez rapidement. Donc, allez vous abonner, suivez-nous, partagez, allumez les alertes comme ça à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous allez recevoir l'alerte, là. Vous allez être au courant. Suivez-nous, commentez, partagez. Toutes ces belles choses-là nous aident énormément et ça aide le balado. Merci beaucoup et on se voit très, très, très bientôt. Ciao tout le monde.